Alors qu'est-ce que l'art? Ça a l'air simple comme question, hein? Et pourtant, ça fait des siècles que ça casse la tête des philosophes, des artistes et même des juges. Aujourd'hui, on va essayer de démêler un peu tout ça. Et pour bien comprendre le problème, rien de tel qu'une histoire vraie. Une histoire de procès assez dingue, où un tribunal a dû trancher une question un peu folle. C'est quoi, au juste, une œuvre d'art? Alors voilà, on commence notre enquête avec cette histoire, une sculpture au tribunal. Tout part d'une œuvre d'un certain Constantin Brancusi, une œuvre qui a vraiment mis le bazar. Imaginez un peu la scène. On est en 1927. Une sculpture arrive à la douane américaine. Et là, problème. La loi à l'époque, elle était hyper stricte. Pour être considérée comme une sculpture, une œuvre devait être une imitation d'un objet naturel. Sauf que, pour le douanier, cette forme toute lisse, toute fine de Brancusi, ça ressemblait à tout, sauf à un oiseau. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il la classe comme matériel industriel et bam, il colle une taxe dessus. Et cette histoire, ce n'est pas juste une anecdote. Ce procès a complètement secoué le monde de l'art, et même la justice, en les forçant à se poser la question fondamentale. C'est vraiment le point de départ idéal pour voir à quel point notre idée de ce qu'est l'art a pu changer. Justement, pour comprendre pourquoi ce douanier a réagi comme ça, il faut faire un petit retour en arrière. Il faut se plonger dans la vision la plus classique de l'art, celle qui a tout dominé pendant des milliers d'années. Chez les Grecs anciens, par exemple, le mot pour art, c'était techné, et ça voulait tout dire, l'art, mais aussi le savoir-faire, la technique. Pour eux, un artiste, c'était d'abord quelqu'un d'habile, qui maîtrisait des règles pour fabriquer un bel objet, un objet parfait. Platon, lui, il n'était pas tendre avec les artistes. Pour lui, c'était simple. Imaginez l'idée parfaite d'un lit. L'artisan, quand il en fabrique un, il fait déjà une copie de cette idée. Et l'artiste alors, lui, il peint le lit de l'artisan. Donc, il fait une copie de copie. Pour Platon, l'art, c'est une illusion, un truc qui nous éloigne de la vérité. Heureusement, son élève, Aristote, voyait les choses différemment. Pour lui, au contraire, en imitant la réalité, l'art nous aide à comprendre des vérités profondes sur qui on est, sur la condition humaine. C'est même un moyen de libérer nos émotions, ce qu'il appelait la catharsis. Pendant très très longtemps, l'art est donc resté lié à cette idée de technique, d'imitation. Mais au XVIIIe siècle, pendant les Lumières, tout bascule. L'attention va se déplacer de l'œuvre vers celui qui l'a créée, l'artiste. D'un coup, la question principale n'est plus de savoir si l'œuvre est une bonne copie de la réalité. Non, la nouvelle question c'est qu'est-ce que ça provoque en moi? Qu'est-ce que je ressens? Et là, le philosophe Emmanuel Kant arrive avec une idée super importante. Il dit que ce qui rend quelque chose beau, c'est que ça nous procure une satisfaction désintéressée. C'est-à-dire qu'on l'apprécie juste pour ce que c'est, pas parce que c'est utile ou parce que ça veut dire quelque chose de précis. C'est une sensation très personnelle, mais en même temps, on a l'impression que tout le monde devrait être d'accord avec nous. Et c'est là qu'on voit naître cette nouvelle figure de l'artiste, le génie. Ce n'est plus juste un artisan super doué qui applique des règles, non. Le génie, c'est celui qui a un talent si spécial, si naturel, qu'il invente ses propres règles. Cette idée de génie, ça a évidemment ouvert la porte à plein d'artistes qui n'avaient qu'une envie. Tout casser. Tout réinventer. Mais il y en a un qui va aller beaucoup, beaucoup plus loin. On est en 1917 et un certain Marcel Duchamp va poser un objet sur la table, un objet tellement provocateur qui va forcer tout le monde à se poser ces questions. Ce qu'il fait est simple et en même temps radical. Il prend un urinoir, le retourne, le signe et l'appelle fontaine. Et attention, ce n'est pas juste une blague, c'est une question explosive. Est-ce que l'art est dans l'objet ou est-ce qu'il est dans le simple fait que l'artiste ait décidé que c'était de l'art? Avec ce geste, il vient de créer quelque chose de totalement nouveau. Ce quelque chose, c'est le ready-made. L'idée, c'est de prendre un objet de tous les jours, un objet fabriqué en série, et de dire « voilà, maintenant, c'est de l'art ». Le plus important, ce n'est plus la technique, le savoir-faire, non. L'art, maintenant, c'est l'idée derrière. Après Duchamp, forcément, toutes les vieilles définitions de l'art volent en éclats. Bon, et alors on en est où maintenant? Un philosophe, Hegel, avait parlé bien avant de la fin de l'art. Attention, ça ne voulait pas dire que plus personne n'allait créer. Non, ça voulait dire que l'art n'était plus le moyen suprême pour atteindre la vérité. L'art devenait plutôt un objet de réflexion, quelque chose qui nous fait penser, qui nous questionne sur ce qu'il est. On peut résumer ce grand voyage. On est parti de l'artisan, à l'époque classique, dont le but était d'imiter le monde. Puis, on est passé au génie, à l'époque moderne, qui voulait exprimer sa beauté intérieure. Et aujourd'hui, à l'époque contemporaine, on a le penseur, l'artiste qui utilise le concept, l'idée, pour nous faire réfléchir. Comme le disait le philosophe Merleau-Ponty, l'art moderne nous pousse à chercher une vérité qui ne ressemble pas aux choses. Autrement dit, la valeur de beaucoup d'œuvres aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'elles montrent, mais c'est comment elles nous forcent à penser différemment.
Et ça nous amène à une dernière question un peu vertigineuse. Si le but de l'art est devenu de se demander en permanence « qu'est-ce que l'art ?», est-ce que ça veut dire qu'il a parfaitement réussi sa mission ou au contraire qu'il a totalement échoué ? Ce qui est sûr, c'est qu'on est bien loin de l'histoire du douanier et de son problème de sculpture d'oiseaux.